Elle montait l'arnaque du divorce pendant que je travaillais. Je l'ai accompagnée, valise à la main, jusqu'à la porte de son amant, sous la pluie. Elle s'est effondrée en découvrant que l'homme de sa vie n'avait pas un sou. Je m'appelle Laurent Deschamps. J'ai eu 44 ans en juin. Je suis ingénieur en sécurité des barrages. Je travaille dans ce domaine depuis 19 ans. Les 12 dernières années dans l'une des plus grandes entreprises d'énergie de France, avec des projets répartis dans les Alpes, les Pyrénées et le Massif central. Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que ce travail signifie, j'inspecte des structures qui, si elles cèdent, peuvent anéantir des vallées entières. Des barrages hydroélectriques, des réservoirs de confinement, des digues d'urgence. Ce sont des structures colossales de béton et d'enrochement qui retiennent des millions de mètres cubes d'eau. Tout cela retenu par une paroi qui doit être absolument intègre. Si une fissure passe inaperçue, si un drain de fond se bouche et que la pression hydrostatique commence à monter, s'il y a une infiltration dans le corps du barrage et que personne ne la détecte à temps, il arrive ce qui est arrivé au barrage de Malpasset en 1959. Une vague de 50 mètres de haut dévalant la vallée, des villages ensevelis en quelques secondes, des gens emportés sans comprendre ce qui se passait. Une tragédie qui fait la une des journaux pendant des semaines, qui devient une commission d'enquête parlementaire, qui laisse des marques éternelles dans toute une région. Mon travail est de garantir que cela n'arrive pas dans les structures sous ma responsabilité. Je suis la dernière ligne de défense entre une masse d'eau retenue et les communautés qui vivent en aval. C'est un travail lourd, physique et mental. Je passe plus de temps sur des chantiers isolés qu'à la maison. Je me rends dans des endroits où la route départementale se termine et où commence la piste de montagne, où il n'y a pas de réseau mobile, où la radio ne fonctionne qu'en VHF, où l'hôpital le plus proche est à 1 heure d'hélicoptère. J'ai déjà travaillé sur des plateformes d'inspection montées sur la crête de barrage à 100 mètres de hauteur, avec un vent soufflant à 40 km/h, regardant vers le bas et voyant le miroir d'eau s'étendre jusqu'à l'horizon. Je suis déjà descendu en rappel sur des parements inclinés à 45 degrés, avec un équipement d'alpinisme et un casque à lampe pour inspecter des galeries de drainage à l'intérieur de la structure. Je suis déjà entré dans des tunnels de dérivation abandonnés, rampant dans des espaces de moins d'1 mètre de hauteur, respirant un air lourd d'humidité et de moisissure. Je me réveille à 5 heures du matin pour faire l'inspection avant que le soleil ne tape trop fort. Je marche des kilomètres par jour sur un terrain irrégulier, portant l'équipement sur le dos. Je collecte des échantillons pour analyse en laboratoire. J'installe des piézomètres pour mesurer le niveau de la nappe phréatique à l'intérieur du massif. Je pilote des drones équipés de caméras thermiques pour détecter les points d'infiltration. J'analyse les données de centaines d'instruments de surveillance répartis sur la structure. Et quand j'identifie une anomalie, une nouvelle fissure, une lecture de pression anormale, une zone de saturation là où il ne devrait pas y en avoir, je ne dors pas tant que je n'ai pas compris ce qui se passe, car des vies dépendent de mon attention aux détails. Pour ce travail, je gagne bien, très bien. Salaire de base de 5 000 €, plus une prime de risque et une prime de déplacement qui ajoute environ 40%. Plus des bonus de terrain quand je passe plus de 15 jours consécutifs sur un projet. Plus la participation aux bénéfices à la fin de l'année. Mon bulletin de salaire brut dépasse les 8 000 € la plupart des mois. Net, après cotisations sociales et impôts sur le revenu, il reste plus de 6 000 €. De l'argent gagné à la sueur de mon front, de l'argent lourd de responsabilité, de l'argent qui porte le poids de chaque vie qui dépend de l'intégrité des structures que j'inspecte. Et cet argent, pendant 6 ans, a entretenu Solange dans le plus grand confort. J'ai rencontré Solange en mars 2018, lors de la fête d'anniversaire pour les 40 ans d'un ami de fac, Julien, dans un gîte loué dans le Beaujolais, près de Lyon. Barbecue, vin, musique, piscine. Ce genre de fête d'adultes qui tente de retrouver l'énergie des fêtes de jeunesse. Elle avait 29 ans à l'époque. Elle travaillait comme réceptionniste dans une clinique esthétique dans le 6e arrondissement de Lyon. C'était une amie de l'épouse de Julien. Elle était venue en tant qu'accompagnatrice, belle, brune aux yeux clairs, cheveux châtains ondulés à hauteur d'épaule, corps bien entretenu de celle qui va à la salle de sport régulièrement. Elle portait une robe d'été fleurie, des sandales plates, un maquillage léger. Elle avait un air joyeux, le rire facile, la conversation fluide, le genre de femme qui illumine la pièce quand elle entre. Elle m'a attiré immédiatement et, apparemment, je l'ai attirée aussi. Car à la fin de la fête, nous échangions nos numéros et prévoyions de prendre un café dans la semaine. J'avais 38 ans à cette époque. J'étais plus âgé, plus sérieux, plus fermé.
Je venais de sortir d'une relation de 2 ans qui n'avait pas marché. Mon ex-compagne voulait que je change de profession, que je trouve un emploi en ville, que je sois plus souvent à la maison. Et je n'étais pas disposé à renoncer à ma carrière pour cela. Solange semblait différente. Elle semblait comprendre que mon travail était important et exigeait des sacrifices. Elle semblait accepter que j'ai besoin de voyager, que je reste des semaines absent, que j'ai des horaires imprévisibles, ou du moins c'est ce qu'elle disait au début. Nous sommes sortis ensemble 1 an. Voyage pendant les jours fériés, dîner quand j'étais à Lyon, message pendant la journée quand j'étais sur le terrain. Elle semblait être la partenaire idéale. Nous nous sommes mariés civilement en avril 2019. Cérémonie simple à la mairie. Déjeuner ensuite dans un restaurant avec la famille la plus proche. Elle a emménagé dans mon appartement à Lyon. L'appartement était à moi, un 3 pièces de 90 mètres carrés dans un bon quartier que j'avais acheté en 2014, 5 ans avant de la connaître. J'avais payé comptant avec l'héritage que mon grand-père paternel m'avait laissé. Il avait vendu la ferme en Bourgogne peu avant de mourir, et partagé l'argent entre les petits-enfants. J'ai utilisé ma part pour acheter le bien immobilier et il restait encore de quoi le meubler. C'était un bien propre acquis bien avant le mariage. Légalement, elle n'avait droit à rien de tout cela. La première année de mariage, elle a continué à travailler à la clinique. Elle partait tôt, rentrait en fin d'après-midi, se plaignait des embouteillages et de la patronne désagréable, mais maintenait la routine. Ensuite, les plaintes ont commencé. Le salaire était bas, 1 400 € net. La patronne était injuste, les collègues étaient des commères, le travail était stressant et ne valait pas l'usure. J'ai suggéré qu'elle cherche un autre emploi. Elle a dit qu'elle allait chercher, mais qu'avant elle avait besoin de se reposer, de prendre des vacances, de s'éclaircir les idées. Elle a démissionné en novembre 2019, sans rien en vue. Je l'ai soutenue. Après tout, je gagnais plus que suffisant pour nous entretenir tous les deux largement. Et elle semblait si malheureuse dans ce travail que j'ai trouvé juste de la laisser respirer. Les vacances se sont prolongées. D'abord ce fut 1 mois, puis 3, puis 6. Ensuite la pandémie est arrivée et elle a utilisé cela comme excuse pour ne rien chercher. Puis la pandémie s'est terminée et elle n'a simplement plus jamais mentionné le sujet. Et moi, qui passais 20 jours par mois à travailler sur un barrage dans les Alpes ou le Massif central, loin de tout, je n'avais ni l'énergie ni l'envie de me disputer quand je rentrais à la maison. Je voulais la paix, je voulais la tranquillité, je voulais profiter des quelques jours de repos sans discussion. Alors, j'ai laissé faire. Mois après mois, année après année, Solange s'est installée dans une routine de luxe entièrement financée par moi. Elle se réveillait tard, allait à la salle de sport à 10 h du matin, déjeunait dehors avec ses amis, faisait ses ongles, ses cheveux, ses sourcils, des massages, rentrait à la maison en fin d'après-midi, regardait des séries, commandait à manger, dormait. Je payais tout, littéralement tout. Salle de sport à 150 € par mois dans une chaîne chic. Salon de beauté chaque semaine, 50 à 70 € par visite, restaurant 3 ou 4 fois par semaine avec les amis, shopping quand l'envie lui en prenait, nouveaux vêtements chaque mois, nouvelles chaussures, nouveaux sacs. La facture de sa carte de crédit tournait entre 1000 et 1500 € tous les mois, sans exception. Quand je questionnais les dépenses, avec précaution, sans vouloir paraître contrôlant, elle s'offensait. Elle disait qu'elle le méritait, que je voyageais trop et qu'elle restait seule, qu'elle avait besoin de prendre soin d'elle pour ne pas tomber en dépression, que d'autres femmes de cadre dépensaient beaucoup plus et que leur mari ne se plaignait même pas. Et j'avalais la pilule parce que j'étais trop fatigué pour me battre, parce que je pensais que c'était ainsi que fonctionnait le mariage après un certain temps, parce que j'avais peur de rester seul, de recommencer à 0 à 40 ans, de passer par le traumatisme d'une autre rupture. Mais je n'ai jamais cessé d'observer. Il y a environ 4 mois, j'ai commencé à noter des changements subtils dans son comportement. Solange était différente, plus animée que la normale, plus vaniteuse, plus préoccupée par son apparence, passant plus de temps devant le miroir avant de sortir, achetant de la nouvelle lingerie, chose qu'elle ne faisait pas depuis des années, portant un parfum plus fort. Elle a aussi changé de salle de sport. Elle a dit que l'ancienne devenait trop bondée, qu'elle en avait trouvé une meilleure, plus moderne, avec de meilleurs équipements et des cours plus intéressants. Un cours de CrossFit, spécifiquement. CrossFit, elle qui s'était toujours plainte que la musculation était ennuyeuse, qu'elle préférait le tapis de course et l'elliptique. Soudain, elle est devenue fan de burpee,
de soulevé de terre, d'entraînement fonctionnel. Et le téléphone portable. Avant, elle le laissait traîner n'importe où, sur la table, sur l'accoudoir du canapé, sur le plan de travail de la cuisine, déverrouillé, sans paranoïa. Maintenant l'appareil était collé à elle en permanence. Dans la poche du pantalon, à la main dans le sac. Notification silencieuse. Si je m'approchais pendant qu'elle tapait, elle le rangeait sur le champ. Un soir, j'ai pris son téléphone pour voir l'heure. Le mien était dans une autre pièce. Elle l'a arraché de ma main comme si j'avais pris une arme chargée. Ne touche pas à mon portable, Laurent. Je voulais juste voir l'heure. Demande à Alexa alors où va chercher le tien. J'ai des choses personnelles là-dedans. Des choses personnelles d'épouse que le mari ne peut pas voir. Les sorties nocturnes ont aussi augmenté. Je vais retrouver Amandine. Je vais à l'anniversaire d'une amie de la salle. Je vais à un apéro avec les filles. Toujours le soir, rentrant toujours après 23 heures, parfois après minuit. Je notais tout mentalement, comme je le fais avec les anomalies dans les structures de barrage. J'observais les schémas, je mesurais la fréquence, j'attendais le moment d'investiguer plus en profondeur. Mardi dernier, j'étais près de Bourg-Saint-Maurice, dans les Alpes, pour une inspection de routine sur un barrage hydroélectrique. 3 jours de travail programmé, mais le deuxième jour je me suis réveillé avec un mauvais pressentiment, cette sensation physique que quelque chose ne va pas, même quand on n'arrive pas à identifier quoi. Une inquiétude dans l'estomac, une pression dans la nuque. Mon instinct se trompe rarement. Dans ma profession, on apprend à lui faire confiance. Cette intuition qui prévient quand une structure est sur le point de céder, même quand les instruments n'ont encore rien détecté. Cela m'a déjà sauvé la vie 2 fois. Une fois quand j'ai évacué une zone d'inspection quelques minutes avant qu'un talus ne glisse. Une autre, quand j'ai refusé d'entrer dans une galerie qui s'est effondrée des heures plus tard. J'ai appelé mon coordinateur, dit que j'avais une urgence familiale, et j'ai pris le premier vol de retour pour Lyon-Saint-Exupéry. Je suis arrivé chez moi vers 16 h le mercredi, un jour plus tôt que prévu. L'appartement était vide, silencieux. Normal, ai-je pensé. Elle devait être à la salle, au salon de beauté, dans un café avec ses amis. J'ai posé le sac de voyage dans la chambre, retiré mes chaussures de sécurité sales de boue séchées, pris une douche chaude pour enlever la poussière du corps et quand je suis sorti de la salle de bain, j'ai vu son portable sur la commode, branché au chargeur. Elle l'avait oublié. J'ai pris l'appareil. L'écran s'est allumé au toucher. Il n'y avait pas de mot de passe. Elle disait que c'était ringard, qu'elle n'avait rien à cacher. J'ai ouvert WhatsApp. La première conversation de la liste portait le nom Matisse coach sportif, avec un emoji d'haltère. J'ai ouvert et mon monde s'est effondré. Mon amour, tu me manques à mourir. Tu viens aujourd'hui? Je viens oui. Après 20 h. Quand Laurent appellera pour dire bonne nuit, je dirai que je vais dormir tôt et je sors. Ah, c'est un vrai pigeon. MDR trop. Laurent est faible, mon cœur. Il n'a pas le courage de lever la voix contre moi. Il a peur de me perdre. C'est ma banque privée, il paie tout ce que je veux et ne se plaint pas. Le jour où je me lasserai de lui, je demanderai le divorce. Je prendrai la moitié de tout et je resterai avec toi, mon homme fort. Je t'aime, ma belle. Tu mérites un homme, un vrai. Pas cet ingénieur minable qui reste à renifler la boue des barrages. Moi aussi, je t'aime. À tout à l'heure. Je veux rester toute la nuit. J'inventerai une excuse. J'ai tout lu, chaque message des 5 derniers mois, chaque photo échangée, chaque message vocal mielleux, chaque vidéo que j'aurais préféré ne pas voir. Son nom était Mathis Beaumont, 30 ans, coach de CrossFit dans la nouvelle salle qu'elle fréquentait, le Mathis coach sportif, qui avait une relation avec ma femme depuis près de 6 mois. J'ai découvert qu'elle lui payait des choses. Des déjeuners coûteux, des dîners dans des restaurants chics, des cadeaux, une paire de baskets Nike à 150 €, une veste en cuir à 300, un nouvel iPhone à 1000 € qu'elle a payé en plusieurs fois sur ma carte, en déguisant cela en achat personnel. J'ai aussi découvert où il habitait. Elle a envoyé la localisation une fois en se plaignant de la distance. Un quartier en banlieue de Lyon, à Vénissieux, d'après ce qu'elle décrivait en se moquant, une dépendance au fond du jardin de sa mère. C'était ça l'homme, le vrai,
le mal fort, un coach sportif de 30 ans qui logeait gracieusement chez sa mère et avait besoin que sa maîtresse mariée lui achète ses vêtements et son portable. Et moi j'étais le faible, le pigeon, la banque privée minable qui renifle la boue. J'ai remis le portable sur le chargeur, exactement comme il était. Je suis allé au salon, je me suis assis dans le fauteuil, je suis resté à regarder le mur pendant presque 1 heure, à traiter les informations. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai rien cassé. Un ingénieur de barrage ne panique pas quand il identifie une faille critique. Il évalue l'étendue des dégâts, documente les preuves, calcule les risques, planifie l'intervention et exécute avec précision, sans émotion, sans hésitation. C'est exactement ce que j'allais faire. Premièrement, l'analyse juridique. J'ai appelé le cabinet d'un avocat qui m'avait déjà aidé pour des questions de travail. J'ai expliqué la situation brièvement. Il a confirmé ce que je savais déjà, l'appartement acheté avant le mariage avec des fonds propres était un bien propre. Elle n'y avait aucun droit. Avec des preuves d'infidélité, le divorce pour faute pouvait être prononcé, et toute demande de prestation compensatoire serait très probablement rejetée. Elle sortirait du mariage avec les vêtements qu'elle avait sur le dos. Deuxièmement, le renseignement sur la cible. J'ai cherché le nom du fameux Matisse sur Google. J'ai trouvé son profil sur Instagram. Photos de salle de sport, poses de musculation, phrases de motivation génériques. J'ai aussi trouvé 2 mentions dans des sites de faits divers locaux. Une affaire d'escroquerie, une arnaque aux compléments alimentaires sur un client. Une autre pour coups et blessures lors d'une bagarre de bar. Bref, un casier judiciaire. Troisièmement, la logistique d'exécution. Je suis allé dans la chambre. J'ai ouvert sa garde-robe. J'ai calculé mentalement combien de valises seraient nécessaires. J'en ai apporté 3 de la cave. Quatrièmement, la documentation. Je suis retourné au téléphone, j'ai fait des captures d'écran d'absolument tout, sauvegardé sur le cloud, envoyé sur mon email, fait une sauvegarde sur clé USB. Quand j'ai terminé, il était presque 20 heures. J'ai éteint les lumières, je me suis assis dans le fauteuil, j'ai attendu. Elle est arrivée à 22h40, parfumée avec ce parfum doux que je lui avais offert pour son anniversaire, maquillée avec soin, robe courte bleu marine que j'avais payée 100 € au centre commercial. Talons hauts, cheveux arrangés. Elle venait de son rendez-vous avec lui, évidemment. Elle pensait que j'étais encore dans les Alpes à transpirer sur le chantier, loin de tout, pendant qu'elle s'amusait avec l'homme fort. Elle a ouvert la porte en parlant fort, comme elle le faisait toujours. « Laurent, tu es là. Pourquoi tout est éteint ?» Elle a allumé la lumière du salon, m'a vu assis dans le fauteuil dans le coin, en silence, a fait un bond de peur, a porté la main à sa poitrine. « Mon Dieu, quelle frayeur! Qu'est-ce que tu fais dans le noir comme ça? On dirait un film d'horreur. Tu ne devais rentrer que demain. » Je suis rentré plus tôt. Elle m'a regardé avec méfiance. Elle a essayé de paraître naturelle, mais j'ai vu la tension dans ses épaules, la façon dont elle a évité mon regard pendant 1 seconde. Ah, c'est bien. Tu m'as manqué, hein, mon amour. Je suis allé dîner avec Amandine, c'est pour ça que j'ai tardé. Tu as mangé quelque chose? Tu veux que je commande sur Uber Eats? Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté à la regarder fixement, sans cligner des yeux. Elle a froncé les sourcils. Elle a réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. Laurent, qu'est-ce qu'il y a? Il est arrivé quelque chose au travail? Un problème au barrage? Je me suis levé du fauteuil lentement, j'ai pris son portable qui était dans ma poche depuis qu'elle était entrée. J'ai allumé l'écran, la conversation avec le Matisse coach sportif ouverte, les messages visibles. Amandine, c'est ça? Son visage est devenu blanc, littéralement blanc, comme si tout le sang avait déserté sa tête d'un coup. Tu as touché à mon portable? Laurent est faible. J'ai lu à voix haute, lentement, chaque mot tombant comme un marteau. Il n'a pas le courage de lever la voix contre moi. C'est ma banque privée. Le jour où je me lasserai, je prendrai la moitié de tout et je resterai avec toi, mon homme fort. Elle a fait un pas en arrière, sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois, sans produire de son, comme un poisson hors de l'eau. Laurent, je peux expliquer. Non. Ma voix est sortie sèche, tranchante, sans espace pour la négociation ou le drame. Je ne veux pas d'explication, je ne veux pas d'excuses, je ne veux pas de larmes, je ne veux pas de promesses que tu vas changer,
que c'était une erreur, que ça n'arrivera plus jamais. Mais mon amour, tu dois m'écouter. Tu as 40 minutes pour faire tes valises. 3 grandes valises contiennent tous tes vêtements et effets personnels. Ce qui ne rentre pas, reste. Ce qui est à moi, reste. L'appartement est à moi, acheté 5 ans avant de te connaître. Tu n'as droit à rien ici. Elle a commencé à trembler. Les larmes ont jailli, coulant sur son visage, brouillant le maquillage soigné. Tu ne peux pas me mettre dehors comme ça. On est mariés. J'ai des droits. C'est illégal. Tes droits ont pris fin quand tu as décidé de me tromper. Faute conjugale prouvée. J'ai consulté un avocat aujourd'hui. Tout est documenté. Tu ne verras pas un centime de prestation compensatoire. Tu ne verras pas un mètre carré de cet appartement. Tu vas sortir d'ici avec les vêtements que tu as sur le dos. Exactement comme tu es entré. C'est de l'abus, Laurent. Tu es abusif. J'ai fait un pas vers elle. Elle a reculé jusqu'à heurter le mur. L'abus, c'est toi qui dépenses mon argent pour acheter des cadeaux à ton amant. L'abus, c'est toi qui me traites de faible et de pigeon dans tes conversations dégoûtantes. L'abus, c'est toi qui planifies de m'escroquer au divorce pendant que tu manges à ma table et dors dans mon lit. 40 minutes, Solange. Commence à faire les valises ou je jette tes affaires par la fenêtre. Elle a dû voir dans mes yeux que je ne bluffais pas, que cela ne servait à rien de pleurer, d'implorer, de manipuler. Le Laurent passif qu'elle croyait connaître était mort cet après-midi-là quand j'ai lu ses messages. Elle est allée dans la chambre en sanglotant. J'ai entendu les armoires s'ouvrir, les tiroirs claquer, le bruit des vêtements fourrés dans les valises avec désespoir. Pendant ce temps, j'ai pris mon portable et j'ai commandé un Uber. Destination, la rue du fameux Matisse à Vénissieux. Elle est descendue 38 minutes plus tard. 3 valises pleines à craquer, un sac à dos sur le dos, le visage ravagé par les larmes, le maquillage complètement brouillé. Où je vais, Laurent? Je n'ai nulle part où aller. Ma mère habite à Montluçon. C'est à 2h30 de route. Tu vas chez ton petit ami, Matisse. Dans cette dépendance au fond du jardin de sa mère à Vénissieux. J'ai déjà commandé le Uber. Il attend en bas. Amusez-vous bien. Laurent, pour l'amour de Dieu, je ne peux pas aller là-bas. Tu ne comprends pas. Le Uber est déjà en bas. Vas-y, Solange. Maintenant. Elle a essayé de m'enlacer. Je me suis écarté comme si son toucher me brûlait. Pardonne-moi, Laurent, c'était une erreur. J'étais confuse, en manque d'affection. Tu n'es jamais là. Pars. Un seul mot. Mais le ton ne laissait aucune marge à la discussion. Je suis descendu avec elle jusqu'à l'entrée de l'immeuble. Le gardien de nuit a regardé avec l'air de celui qui ne voulait rien savoir. J'ai aidé à mettre les valises dans le coffre du Uber. Le chauffeur n'a rien dit non plus, il a juste regardé dans le rétroviseur avec une expression neutre. La pluie a commencé à tomber quand la voiture a démarré. Forte, épaisse, une typique tempête d'été. Je suis resté debout sur le trottoir, regardant les feux arrière disparaître dans le rideau d'eau. 28 minutes plus tard, mon portable a sonné. C'était le numéro de Solange. J'ai répondu. Laurent. Sa voix était hystérique, mélangée au bruit de la pluie. Tu m'as envoyé devant une cahute. Ce n'est pas une maison, c'est une dépendance sans crépi. Matisse habite dans une petite chambre au fond, on ne peut même pas y tenir à une personne correctement. Et alors? Et alors je ne peux pas rester ici. C'est un quartier horrible. Il y a des chiens qui aboient, des gens bizarres dans la rue, il tombe des cordes et je suis avec les valises dans la boue. Tu as dit que c'était un vrai homme, que j'étais faible, qu'il allait prendre soin de toi. Alors vas-y et laisse-le prendre soin de toi. Bonne chance. Laurent. Pour l'amour de... J'ai raccroché, j'ai bloqué le numéro. Les jours suivants, j'ai exécuté la démolition complète de la structure pourrie qu'avait été mon mariage. Lundi matin, j'ai appelé un serrurier et j'ai changé toutes les serrures de l'appartement, porte principale, porte de service, jusqu'au cadenas de la cave. Elle n'allait pas réussir à entrer, même si elle le voulait. Le jour même, j'ai appelé la banque et j'ai annulé toutes les cartes bancaires additionnelles qu'elle avait. J'ai retiré son nom de tout compte joint. J'ai appelé la mutuelle santé et j'ai radié l'ayant droit.
J'ai coupé chaque fil qui la connectait à ma vie financière, un par un, méthodiquement, comme si je désactivais les instruments de surveillance d'un barrage qui allait être mis hors service. J'ai contacté mon avocat pour qu'il dépose l'assignation en divorce pour faute. J'ai annexé toutes les preuves, capture d'écran des conversations, photos, audio, relevé de ses dépenses avec l'amant, un dossier complet. Solange a essayé de m'appeler au moins 20 fois la première semaine, de son numéro, du numéro d'amis, de numéros masqués. Elle a envoyé des emails, envoyé des messages sur tous les réseaux sociaux, je l'ai bloqué partout. J'ai su par une connaissance commune, Bastien, qui travaillait avec elle dans l'ancienne clinique, ce qui s'était passé après cette nuit-là. Elle est restée chez Mathis pendant 11 jours. 11 jours infernaux, d'après ce qu'on m'a raconté. La petite chambre qu'il louait au fond de la maison de sa mère faisait 3 mètres sur 3, un matelas simple par terre, un vieux ventilateur qui faisait plus de bruit que de vent, une armoire en contreplaqué qui fermait à peine. La salle de bain était partagée avec la propriétaire, la mère de Mathis, une dame de 60 ans, Madame Colette, qui n'a pas du tout aimé voir une femme mariée débarquer avec armes et bagages à la porte de son fils. Il n'y avait pas de climatisation, pas d'eau chaude, pas de machine à laver. Le linge était lavé au lavoir, à la main. La gazinière était une vieille de feu, avec le tuyau de gaz desséché. Et l'homme fort, le vrai mâle, a révélé son vrai visage très rapidement, quand il a réalisé que la poule aux œufs d'or s'était tarie. Sans accès à ma carte de crédit, Solange ne pouvait plus financer les dîners chics, les cadeaux coûteux, les petits luxes. Et Mathis, qui était habitué à être entretenu par sa maîtresse, n'était pas du tout disposé à inverser les rôles. Les réclamations ont commencé. Tu ne vas pas travailler. Tu ne vas contribuer en rien, je croyais que tu avais de l'argent. Les serments d'amour se sont transformés en plaintes, les baisers en disputes. Le 10e jour, selon ce que Bastien m'a raconté, une situation grave s'est produite entre eux. Elle voulait qu'il trouve un meilleur emploi, qu'il gagne plus, qu'il loue un endroit décent pour qu'il habite tous les deux. Il a répondu qu'elle était intéressée, comme toutes les autres, et qu'elle aille travailler si elle voulait du luxe. Elle est retournée à Montluçon le 12e jour, a pris un bus à la gare routière de Lyon, bondé avec les valises en soute, et est allée habiter gracieusement chez sa mère dans une petite maison de 2 chambres. Sa mère, d'après ce que j'ai su, n'a pas été ravie de recevoir sa fille de retour dans ces conditions. Une femme de 35 ans, sans emploi, sans argent, sans mari, pleine de vêtements chers et aucune perspective. La cohabitation a été difficile. Solange travaille maintenant. Après 3 semaines de recherche, elle a obtenu un poste d'assistante dans un salon de coiffure du centre de Montluçon. Elle fait les shampoings, balaie le sol, répond au téléphone, prend les rendez-vous, gagne le SMIC, soit environ 1 300 € par mois. C'est à peu près ce qu'elle dépensait avec une seule facture de carte de crédit que je payais sans me plaindre. La dernière information que j'ai eue est qu'elle a essayé de me poursuivre en justice. Elle a engagé un avocat bon marché et a intenté une action demandant une prestation compensatoire pour abandon matériel et le partage des biens. Mon avocat a présenté la défense avec toutes les preuves de la faute, les conversations où elle me traitait de pigeon, les relevés montrant qu'elle utilisait mon argent pour entretenir son amant, la documentation prouvant que l'appartement était un bien propre acquis avant le mariage. Le juge aux affaires familiales a rejeté sa demande en 1 semaine. Prestation compensatoire refusée, partage des biens limités à quelques meubles et appareils électroménagers acquis pendant le mariage, qu'elle n'a même pas voulu venir chercher car elle n'avait pas où les mettre. Le divorce a été prononcé 2 mois plus tard. J'ai signé les papiers au cabinet de l'avocat un jeudi matin, entre 2 réunions. J'y ai passé moins de 20 minutes. J'ai fermé ce chapitre de ma vie comme on ferme un rapport d'inspection, archivé et clos. Cela fait déjà 4 mois depuis cette nuit de pluie à Vénissieux. J'ai rénové l'appartement entier, engagé une entreprise de peinture et donné une nouvelle couleur à chaque pièce. Bleu-gris dans le salon, blanc cassé dans les chambres, vert sauge dans le bureau. J'ai acheté de nouveaux meubles, un canapé, une table à manger, un lit king size rien que pour moi. J'ai jeté tout ce qu'elle avait choisi, tout ce qui rappelait sa présence. L'endroit ressemble à un autre appartement et je me sens comme un autre homme. Au travail, j'ai été promu. Je suis maintenant coordinateur régional de la sécurité des barrages pour la région Sud-Est. Je suis responsable de 14 structures dans le Massif central et les Alpes. Plus de réunions, plus de rapports, plus de responsabilités, mais aussi plus de reconnaissance et une augmentation de salaire considérable. J'ai recommencé à faire des choses que j'aimais et que j'avais abandonnées.
J'ai acheté une nouvelle guitare et j'ai recommencé à jouer le week-end. Je suis sorti avec des amis pour voir le match de l'Olympique Lyonnais au stade. J'ai fait un voyage seul dans le Vercors, juste pour déconnecter et respirer l'air pur. Et j'ai rencontré quelqu'un, son nom est Céline. Ingénieure environnementale, 36 ans. Je l'ai connue sur un projet de réhabilitation de site en Isère, où nos équipes ont travaillé ensemble pendant 2 semaines. Sérieuse, compétente, dévouée, diplômée d'une grande école, master en gestion environnementale, 10 ans d'expérience dans le secteur. Elle comprend mon travail parce qu'elle fait la même chose. Elle sait ce que c'est de se réveiller à 5 heures du matin pour aller sur le terrain. Elle sait ce que c'est de passer des jours en logement de chantier au milieu de nulle part. Elle sait ce que c'est de porter le poids de responsabilité que la majorité des gens n'imaginent même pas. Et le plus important, elle n'a pas besoin de moi. Elle a son propre appartement, sa propre voiture, sa propre carrière solide. Elle ne cherche pas une banque privée, elle cherche un partenaire, un vrai. Nous apprenons à nous connaître doucement, sans précipitation, sans pression, sans promesses prématurées. Un dîner par-ci, un café par-là, une marche dans le parc de la Tête d'Or le dimanche. De longues conversations sur le travail, sur la vie, sur ce que nous voulons pour l'avenir. Je ne sais pas où cela va mener. Peut-être à rien, peut-être à quelque chose de sérieux. Le temps le dira. Mais une chose est sûre, pour la première fois depuis de nombreuses années, je me sens léger, en paix, maître de ma propre vie. S'il y a une chose que cette histoire m'a apprise, c'est de ne jamais confondre silence et faiblesse. Je parle peu, j'ai toujours peu parlé. Je ne crie pas, je ne fais pas de scandale, je ne me bats pas pour des bêtises. Dans ma profession, la compétence se démontre par le résultat, pas par le discours. Mais le silence ne signifie pas être un paillasson, il signifie observer, analyser, planifier et agir avec précision quand le moment arrive. Solange a cru que j'étais faible parce que je ne criais pas. Elle a cru que j'étais un pigeon parce que je payais sans me plaindre. Elle s'est lourdement trompée. Je gère des structures qui peuvent causer des catastrophes si elles cèdent. Mon travail est de détecter des fissures invisibles, de prévoir des effondrements, d'exécuter des interventions avant qu'ils ne deviennent des drames. Et quand j'identifie une faille sans réparation possible, je ne reste pas à attendre le désastre. J'exécute la démolition contrôlée. C'est exactement ce que j'ai fait avec mon mariage. Tolérance zéro pour la trahison. Tolérance zéro pour le manque de respect. Tolérance zéro pour ceux qui me traitent de faible tout en vivant à mes crochets. Si vous traversez quelque chose de similaire, si vous êtes traité de faible par quelqu'un qui dépend de votre force, faites attention. Vous n'êtes pas faible. Vous êtes utilisé. Et quand vous réaliserez cela, pas besoin de crier, pas besoin de pleurer, il suffit d'agir avec calme, avec précision, avec froideur, comme un ingénieur procédant à une démolition contrôlée. C'est le minimum que vous vous devez. Commentaire, en partageant cette expérience, je voulais surtout vous parler de la force tranquille qui réside en chacun de nous. Le respect de soi n'est pas négociable, et il commence par les limites que nous posons avec calme et fermeté. Parfois, l'acte de gentillesse le plus important est celui que l'on s'accorde à soi-même en quittant ce qui nous blesse. Prendre ses responsabilités, ce n'est pas seulement assumer ses erreurs, c'est aussi assumer son propre bonheur. Choisir la paix intérieure demande souvent plus de courage que de supporter le chaos. La guérison commence vraiment le jour où l'on décide que notre bien-être vaut plus que n'importe quelle relation. Apprendre à dire non sans se sentir coupable est une compétence essentielle pour une vie saine. Chaque fin difficile est aussi le début d'une nouvelle page que vous méritez d'écrire avec sérénité. N'oubliez jamais de protéger votre énergie et de vous entourer de personnes qui vous élèvent. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.